Dans leur vestiaire, on parle de métiers traditionnellement masculins. Des métiers physiques, à responsabilité ou qui demandent des compétences particulières. On parle de vêtements de travail qui sont autant identitaires que protecteurs. Et s'il y a un métier qui réunit toutes ces notions, c'est bien celui de militaire. Aujourd'hui, c'est Nicolas qui va vous raconter son parcours. Il s'est engagé à 16 ans dans la Marine nationale pour d'abord partir en mer, avant de devenir garde armé d'un hôpital militaire. C'est une fois engagé que Nicolas a fait son coming out transgenre. Il m'a donc raconté comment s'est passée cette annonce auprès de ses supérieurs et à quel point il rêverait de porter le fameux pompon rouge des marins. Pour des raisons qualifiées comme pratiques par l'institution, Nicolas porte encore la tricorne, cette coiffe féminine à porter en tenue de cérémonie. Pour ces mêmes raisons, il est pendant longtemps resté dans les vestiaires féminins avant de rencontrer une équipe tolérante et bienveillante qui a su l'accueillir dans les vestiaires masculins et lui permettre de finir sa carrière militaire dans de bonnes conditions. Nicolas m'a raconté son premier tour du monde en mer, l'organisation de la vie sur un bateau et m'a appris pas mal de vocabulaire militaire. Vous allez l'entendre, il a en lui cet optimisme qui donne envie de se battre et de suivre ses rêves. Ensemble, on va parler du fait d'être queer dans un milieu masculin, de tatouages, de tenues de cérémonie et de têtes de chat. Attention, dans cet épisode sont racontées des scènes de transphobie. Pour conserver son anonymat, le prénom de Nicolas a été modifié et sera masqué au long de l'épisode. Bonne écoute. On nous a répété toute notre vie que les femmes elles peuvent pas faire ça, les femmes elles peuvent pas faire ci. Mais en fait on peut tout faire. Bienvenue dans Leur Vestiaire, le podcast qui met la lumière sur ces femmes aux métiers masculins. Vous ne les voyez peut-être pas sur les chantiers, aux commandes d'un avion ou en patrouille dans la ville. Pourtant, ces femmes qui ont choisi de porter, d'enfiler ces métiers d'hommes, elles sont là. Et elles ont des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Je suis là, je bougerai pas, donc tenez-vous prêts. Épisode 9, Nicolas, garde armé. Je vais commencer par te demander de te présenter en me disant ton prénom, ton âge et le métier que tu fais. Je m'appelle, j'ai 20 ans et je suis dans la Marine nationale. Au début, j'étais détecteur, donc je travaillais avec tout ce qui était radar et tout. J'étais dans ce qu'on appelle un central opération avec des visus sur les images de nos radars. Et maintenant, je suis garde armé à l'hôpital militaire de Toulon. Et du coup, ça fait depuis combien de temps que tu es dans l'armée, dans la marine en général ? Je me suis engagé en 2019. Ok. Ah ouais, t'étais super jeune. J'avais 16 ans. Et du coup, ma question d'après, c'était comment t'es devenu militaire et est-ce que c'était un truc que tu voulais faire depuis tout petit ? Alors, pas du tout. J'ai jamais voulu être militaire de ma vie. Moi, j'étais juste un cancre, vraiment, à l'école. Je m'étais fait renvoyer de mon lycée parce que j'avais des mauvaises notes et tout. C'était lycée privé, catho, 100% de réussite au bac. Et j'avais genre 4 de moyenne générale, 0,2 en maths. Je pouvais pas passer en STI 2D ou genre de filière. Donc ma mère s'est soudainement rappelé qu'un jour elle avait croisé quelqu'un dans le train qui avait fait une école militaire pour les jeunes en difficulté à l'école. Elle m'en a parlé. J'avais pas du tout envie. J'ai pas vraiment eu le choix finalement. Et puis maintenant ça fait presque 5 ans. Et du coup maintenant t'aimes ça ou c'est un peu un choix par dépit ? Je pourrais pas dire que je suis super fan de mon boulot non plus parce que c'est pas ce que je voulais faire à la base. Mais ça a quand même des avantages. Ça m'a permis de faire des choses, de voir des choses qui étaient vraiment incroyables. Je suis un peu reconnaissant pour ça. Ouais. Et du coup, je voulais faire quoi toi à la base ? Moi, je voulais être acteur à Hollywood. Ok. Je voulais devenir comédien. Et du coup, c'est toi qui m'as contacté pour témoigner dans le podcast parce que tu fais partie d'une minorité dans l'armée. T'es un homme trans. Et d'après ce que j'ai compris, t'as fait ta transition, t'as entamé ta transition quand t'étais déjà engagé dans l'armée ? Ouais. J'avais 16 ans, du coup, quand j'ai fait mon coming out transgenre. J'étais déjà à l'école des Mousses, donc l'école qui permet d'entrer dans la marine entre 16 et 18 ans. J'ai commencé réellement le traitement en septembre 2022, où j'ai commencé du coup les hormones.
Et là, j'attends mes rendez-vous chez les endocrinologues pour ensuite fixer mes opérations. Pour être sûr de ne perdre personne et qu'on soit tous et toutes au clair, je vais vous faire quelques petites interludes vocabulaire au long de l'épisode. Une personne trans est une personne dont l'expression de genre et ou l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance. L'identité de genre est un spectre. On peut être à une extrémité ou à une autre, ou n'importe où entre les deux. Et du coup, c'est quelque chose que tu as dû annoncer à l'école ? À l'école, ouais, aux amis aussi, du coup, puis à la famille surtout. Ouais. Mais ça va encore. J'ai une famille très tolérante, donc ça le fait. Par contre, dans un milieu comme dans l'armée, c'est de suite un petit peu plus terrifiant, on va dire. On est dans un milieu où ils sont encore bloqués dans le passé avec leur vision très fermée, et puis on est des militaires, on est soit des gros bonhommes durs à cuire, soit on va se faire un peu titiller, mais en soi, je suis quand même tombé sur des équipages assez tolérants. Et ça, c'était quand même une chance, je pense. Parce que j'en ai vu qui étaient très, très fermés, tout comme j'en ai vu d'autres qui commençaient vraiment à comprendre, en fait. Et ça, c'est du progrès. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on peut dire que ton métier, c'est un métier d'homme ? Alors, pour le coup, pas du tout. Parce que je saurais même pas comment expliquer réellement, mais si on enlève les femmes de la marine, mais ça va devenir un bazar monstre. Je pense que réduire un métier à un genre, c'est idiot, et je trouve que les femmes ont clairement leur place dans l'armée. On dit comme quoi les femmes sont peut-être moins fortes que les hommes, qu'elles ont toujours, je sais pas, à se vérifier les ongles ou je sais pas quoi, mais franchement, j'ai vu des filles bien plus tenaces que des mecs. J'ai vu des filles, c'était des monstres. Honnêtement, c'était des monstres. Là, j'en ai une en tête, là, elle est prof de sport dans les armées. Il n'y a aucun mec qui pourrait... Qui lui arrive à la cheville. Oh ouais, il y en a zéro. C'est... on est... Ok. De force physique, vraiment Force physique, force de caractère, elle a un mental, mais c'est un rock. Donc je pense que les femmes comme elle ont totalement leur place dans l'armée. Tout comme tout, en fait. Et du coup, il y en a beaucoup des femmes cis qui travaillent avec toi ? Une personne cis est une personne en accord avec l'expression de genre et ou l'identité de genre qui correspond au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Par exemple, moi je suis née avec un sexe biologique féminin et vivre avec une apparence qu'on perçoit comme féminine me va complètement. Je suis une femme cisgenre. Ouais, il y en a pas mal. Et j'ai même été sur un bateau, l'un des bateaux les plus féminisés de la marine. Un bateau, il va être réparti en plusieurs tranches, où il va y avoir les postes des hommes d'un côté, les postes des femmes de l'autre. Et en général, il y avait un poste féminin à l'avant, un poste féminin à l'arrière pour mon bateau. Ils ont dû, là, cette fois-ci, regrouper toute une tranche et réserver 3 postes pour les femmes. Très souvent, on voyait de nouvelles femmes embarquées à bord et on entendait tout le monde râler en mode « mais il n'y a plus de place, on va les mettre où celles-là ?» Genre, il faut arrêter. Il n'y avait plus de place et encore, ils en reprenaient. Donc moi, j'étais dans un poste de 12, on était 15, il y en avait 3 qui n'avaient pas de lit. Bon, on partait pas en mission, donc ça allait. Mais quand même, ça se féminise vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui est super. Ouais. Tu penses plus dans la marine que dans les autres corps de l'armée ? J'ai pas vraiment visuel sur ce qui se passe dans les autres corps d'armée. Après, je vois qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui s'engagent en ce moment aussi dans l'armée de terre. On les voit de plus souvent sur les réseaux sociaux ou quoi, donc je pense pas. Et puis j'ai eu l'occasion de parler avec des militaires de l'armée de terre aussi de temps en temps en mission ou quoi. J'ai été assez étonné de leur ouverture d'esprit finalement. Il y en a qui sont montrés bien plus ouverts que des mecs qui étaient avec moi dans la marine. Je sais pas du tout si ça a un lien avec le fait que nous, on soit enfermés ensemble à 180 ou jusqu'à 3000 pour les plus gros bateaux, mais toujours ensemble avec les mêmes personnes, ce qui fait que des barrières se créent avec certaines personnes, des liens se créent avec d'autres. Mais ouais, ça m'a étonné. On m'avait toujours dit que l'armée de terre, c'était vraiment les machos misogynes, mais finalement, pas tant que ça.
Et est-ce que tu sais s'il y a d'autres personnes LGBT autour de toi au travail? Alors là, si vous saviez. Comme je disais, dans mon poste, on était 12. Sur les 12, je crois qu'il y avait 5 lesbiennes déjà. Ouais, il y a énormément de personnes LGBT dans la marine, bisexuelles, transgenres, il y en a aussi de plus en plus. Et vu que je suis aussi pas mal sur les réseaux, moi il y a beaucoup de personnes qui venaient me voir et qui me demandaient des conseils justement pour entrer dans la marine. Et j'ai déjà eu une bonne dizaine de retours de personnes transgenres qui s'étaient engagées là ces deux dernières années, quoi. Donc bon, il y en a pas mal. Ouais. C'est cool parce qu'on dirait pas du tout de l'extérieur en fait. Même il n'y a pas de chiffres quoi. Il n'y a pas de chiffres, non, parce que la marine, elle va travailler sur l'aspect esthétique, en fait. Elle va vraiment lisser totalement l'image qu'elle renvoie. Donc, en fait, elle ne montre que ce qui va intéresser le plus de gens, en fait. Parce qu'on a besoin de monde, c'est pour ça qu'on voit absolument partout la marine recrute. Ils vont limer tous les aspects qui semblent les moins intéressants, les moins importants, pour justement attirer le plus de monde. C'est dommage parce qu'au final, s'il y a des personnes qui te contactent parce qu'elles sont intéressées mais qu'elles sont pas forcément sûres d'être bien accueillies, c'est dommage de pas communiquer là-dessus. C'est pour ça que moi je vais en parler du coup sur les réseaux sociaux. Et finalement, la marine espionne absolument tous nos réseaux sociaux, ce qui est totalement normal, hein, pour notre sécurité, c'est important. Mais je pense que vraiment parler de ça, c'est important aussi, donc... J'avais fait un accord avec ceux qui géraient la communication pour moi avoir le droit d'en parler sans trop dire de choses délicates ou quoi que ce soit. Et puis eux, ils me laissaient faire. Donc c'était aussi pour eux un moyen de s'étendre un petit peu sur un public un petit peu éloigné, on va dire. Et du coup, est-ce que tu peux me décrire ton vestiaire? Comment tu t'habilles pour travailler là dans ton poste actuel? Alors là, dans mon poste actuel... je suis dans un vestiaire masculin et la tenue de travail c'est le treillis, hein, donc pantalon vert, chemise à fin vert et puis la veste par-dessus. Et quand je suis de service de car ou de garde, là par-dessus j'ai pare-balles, lacrymogène, fusil d'assaut et puis 2 chargeurs. Ok. Quand j'étais sur les bateaux, avant que je passe à terre, j'étais du coup dans les postes féminins. Et là sur les bateaux, quand on est à quai, la tenue, c'est une tenue qui s'appelle la tenue de service courant. Donc on a un pantalon de travail, un pantalon d'ouvrier mais bleu, un polo bleu et puis s'il fait froid du coup le pull, la veste bleue pareil. Et en mer on a la tenue qui s'appelle tenue de protection de base. Donc là c'est vraiment une combinaison noire avec des bandes réfléchissantes et on met juste un t-shirt en dessous. Ok. Mais du coup il y a des vêtements hommes et des vêtements femmes ou tout le monde porte la même chose? Alors, quand on va être en treillis, en tenue de service courant ou en tenue de protection de base, là, c'est tout le monde a les mêmes tenues. Quand on va être sur nos tenues de cérémonie, là, c'est différent. Les féminines vont avoir une chemise avec une veste et un pantalon. Les masculins, ils vont avoir le pantalon et ils vont avoir ce qu'on appelle un tricot rayé, donc un truc uniforme qu'ils mettent sur le dessus. Et puis voilà, sinon pour les officiers mariniers et au-dessus, donc tout ce qui va être au-dessus de l'équipage, eux ils ont tous la même tenue, donc chemise et veste. Et toi tu te sens bien dans la tenue que tu portes? Je me sens pas bien dedans, dans le sens où c'est une tenue féminine et où moi j'arrive avec la voix qui a été aggravée. L'un des deux qui est devenu grave. Grâce aux hormones, j'ai un début de barbe qui pousse, donc si j'arrive comme ça sans être rasé, en général ça porte à confusion, hein. Mais dans un sens, la tenue féminine est tellement plus belle que la tenue des gars. Elle est tellement plus simple à mettre. Là tu parles de la tenue de cérémonie? Tenue de cérémonie, oui. La tenue de cérémonie féminine, si ce n'est la coiffe qui est pas la même pour les hommes et pour les femmes. Les femmes, elles vont avoir ce qu'on appelle un tricorne, donc un chapeau de Jack Sparrow, marine nationale. Et les garçons, ils ont le pompon rouge. Donc moi, c'est ça qui me dérange le plus. En soi, porter la tenue, c'est pas vraiment un problème, puisque les gradés, eux, ils ont aussi la même finalement. C'est vraiment juste la coiffe, en fait. Ouais, parce que c'est ça qui est vraiment distinctif. C'est ça. Ouais. Et pourquoi tu la portes pas, du coup?
Pour pouvoir être dans un poste masculin et prétendre aux habits masculins, il faut avoir le petit M sur la carte d'identité. Moi, j'ai voulu le mettre au moment où j'ai changé ma carte d'identité pour mettre mon nouveau prénom. Mais la marine m'a demandé de ne pas le faire pour des questions pratiques, en fait. Ils pouvaient pas me mettre dans un poste masculin si j'avais mon sexe féminin pour pas gêner les garçons. En soi, je peux le comprendre. Après, je pense que s'ils avaient fait comme moi, mes patrons, ils ont fait actuellement dans mon boulot, ils ont posé la question à tous les garçons, et moi, je leur ai dit de toute façon, s'il y en a un seul qui n'est pas d'accord, moi, je respecterai le choix. Ils ont tous été d'accord, ce qui prouve qu'encore une fois, ils sont pas tous fermés d'esprit non plus. Et là, ça se passe super bien avec les gars. Et sur les bateaux, ils ont pas voulu poser la question, ce qui fait que, en fait, ils m'ont pas laissé le choix que de rester avec les filles. Mais du coup, ça veut dire que pour la marine, tu portes encore ton dead name. Le dead name, c'est le prénom qui a été donné à la naissance avant que la personne trans et ou non-binaire ne le change pour un prénom plus en accord avec son identité de genre. Pour la plupart des personnes concernées, ce prénom renvoie à des souffrances et à des traumatismes, alors il ne faut vraiment pas l'utiliser. Non, alors ça a été long, mais j'ai réussi à leur faire comprendre que sur ma carte d'identité c'était Ouais. Et que c'était pas autrement. Ok. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ils ont mis 8 mois à me faire une adresse mail fonctionnelle avec le bon prénom, mais sinon ça va. Wow. Ok. Et du coup, dans ta tenue, dans ton treillis, tu te sens bien ? On se sent bien, oui. C'est filles comme garçons, on a tous les mêmes. On a tous la même casquette, on a tous le même gilet pare-balles, et puis on a tous les mêmes chaussures. Hein. Je vois pas, on a toutes pareilles de toute façon. Ouais, il n'y a pas de différence. Quand on est avec nos casquettes, les gilets, et puis quand le soir, vers 21h, on commence à mettre les cache-cous, il n'y a plus de différence filles-garçons, là, il y a des yeux, c'est tout. C'est rassurant dans un sens. De se dire, je suis pas différent. Ouais. Ouais, c'est vraiment un uniforme au sens propre où vous êtes tous et toutes pareils. Ok. Du coup, j'imagine qu'il y a plein de tailles disponibles. En fait, toi, tu dois juste dire la taille que tu fais et on te fournit... C'est ça. Alors, c'est très simple. On arrive à la gare d'armée, ils nous disent on va aller en bagagerie, on va dans un placard, il nous fait c'est celui-là, non. C'est celui-là, ok, ça c'est bon. Ok. Et je vois aussi que t'as beaucoup de tatouages, ça pose pas de problème non plus sur les mains ? Officiellement, c'est pas trop bien vu. Officieusement, si on arrive sur une affectation et que le tatouage est déjà cicatrisé, si quelqu'un nous fait une remarque sur un tatouage, c'est une discrimination physique. Donc on nous fait pas de réflexion. Moi je suis tatoué absolument partout. Une seule fois on m'a fait une réflexion, c'était juste pour me dire que c'était pas beau, c'est tout. Je sais qu'il y en a qui se font embêter, moi non. Du coup, t'es fier de porter cette tenue ? Je suis fier de porter le treillis. Je pense que c'est une tenue comme les autres. Faut pas mettre les militaires sur un piédestal. Hein. Ce sont des hommes comme tout le monde, des femmes comme tout le monde. Je suis aussi fier de porter mon treillis qu'un avocat va être fier de porter sa robe. C'est une tenue comme les autres, en fait. Je ressens pas de fierté à m'habiller en militaire, non. Ok. Mais tu serais fier de porter le chapeau avec le pompon ? Le bashki, c'est pas non plus une fierté, je me sentirais mieux si je l'avais. Ouais. Dans le sens, c'est mon genre en fait, ouais. C'est moi, ouais, j'aurais vraiment préféré le bashki, mais de là à avoir la fierté du pompon, parce que je suis désolé, mais je trouve ça quand même extrêmement moche un bashki. C'est quand même un truc tout plat avec un pompon sur la tête. Moi, je trouve ça vraiment les officiers et tout, ils ont des casquettes, ça c'est beau. Le bashki, je serais juste heureux de l'avoir parce que c'est masculin. Je suis pas le militaire le plus fier de son uniforme, de son bashki. Genre, regardez-moi, moi je porte le treillis. Moi, je vais pas aller me balader dans la rue avec un t-shirt avec marqué en gros Marine nationale. Je représente l'armée. Parce qu'on en voit beaucoup à Toulon, en vrai, dans les rues. Ceux-là, on les appelle les têtes de chat. Ils sont teuteux. Une tête de chat, il n'y a pas grand-chose dedans. D'habitude, dans le podcast, je demande l'outil préféré de la personne.
Parce qu'en général, c'est plutôt des métiers manuels. Mais du coup, toi, je sais pas si ça s'applique, mais je te pose quand même la question, est-ce qu'il y a un objet? Un objet préféré dans mon travail, sûrement le radiateur quand il fait 7 degrés dehors. Sinon, je dirais que ouais, c'est mon lit quand je dois dormir au boulot. Sinon, non, j'ai pas d'objet préféré. Pratique. Non, juste le radiateur, je pense que c'est bien. Et vous restez toute la nuit aussi Non, en fait, on a l'hôpital est un hôpital militaire, donc il y a une sécurité civile pour les civils, et puis nous, on est là en renfort. Il y a un grillage qui est fermé à 21h et qui est ouvert à 6h le matin. Donc nous, on prend le car à 8h en prenant le service. On a des horaires, donc on est plusieurs dans chaque équipe, et puis on a chacun ses heures à faire dans un bunker devant la porte. Et on termine à 21h quand le grillage se referme. Ensuite, on reprend à 6h le lendemain matin jusqu'à 8h, l'heure où l'autre équipe nous relève. Et c'est quoi ce que tu préfères dans ton travail, là, dans ton poste actuel? Est-ce qu'il y a un truc... J'ai des horaires qui sont extrêmement flex, ce qui fait que ça me laisse énormément de temps pour moi, pour m'occuper du chien, pour m'occuper de moi tout simplement. Et du coup, moi, la marine, ça se termine l'année prochaine. Du coup, ça me permet de travailler sur ma reconversion derrière et puis de commencer à envisager les choses pour l'avenir. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Et ce que je préfère là où je suis vraiment, ça va pas être pour le métier en soi, mais ça va être pour les personnes avec qui je travaille. Parce que je suis tombé dans un endroit où je crois que j'ai 0 personne fermée d'esprit. J'en ai des qui sont, qui ont les bords un petit peu plus carrés que les autres. Mais en soi, j'ai que des personnes compréhensives, et ça, c'est la première fois de ma vie que j'arrive, en étant dans la marine, dans un endroit où il y a autant de personnes ouvertes d'esprit. C'est trop bien. Ça, c'est incroyable. Mais du coup, c'est le fait de plus être sur les bateaux. Moi, je pense que c'est ça. Et je pense aussi que... bon, après, moi, j'ai de l'affectation, donc c'est un petit peu tous les mecs en fin de carrière. C'est pas qu'ils en ont plus rien à foutre, mais c'est que c'est la fin, donc en soi, ils vont être un peu plus flex que les autres. Ils vont être beaucoup moins carrés, beaucoup moins sur le dos, faire ça, ça crie pas, c'est vraiment cordial. Et puis vraiment, nous, il y a un truc qui est entre nous tous, c'est le respect. Ce qui fait qu'en plus, l'ambiance, on se respecte les uns les autres, on se comprend les uns les autres, et puis s'il y a des problèmes, on en discute. On ne fait pas les têtes de mule, les s'enfermer dans sa caille, dans son lit, et puis depuis en sortir, quoi. Donc je sais pas si c'est le fait qu'on soit à terre, si c'est le fait qu'on soit en fin de carrière. Je pense que c'est un tout, mais ça fait du bien de se dire qu'il y a quand même des endroits dans l'armée où tu peux trouver des endroits qui sont vraiment cool pour bosser, quoi. Mais comment ça se fait que tu sois en fin de carrière maintenant? C'est ton contrat qui était comme ça ou c'est toi qui l'as demandé? Ouais, c'est mon contrat qui était comme ça. Je termine l'été prochain. Et on m'a proposé de re-signer, mais j'ai vraiment envie de devenir acteur hollywoodien. Alors non, je quitte l'armée et je me lance dans la comédie. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Même si l'armée, ça m'a vraiment permis de voir des trucs de malade, de faire des trucs de fou et tout, je vais favoriser mes rêves plutôt que l'argent. Non, mais c'est trop cool. Ouais, je suis assez content. Et il y a de plus en plus de formations accessibles pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent devenir comédien. Il y a de plus en plus de formations en ligne, en masterclass ou quoi, et franchement, sympa. Trop cool. Mais du coup, même si tu as changé de travail, si là, à l'heure actuelle, tu pouvais changer quelque chose dans ton travail, qu'est-ce que tu changerais? Le truc le plus important, je pense, ça va être la tolérance, quoi. Parce que la mission la plus longue que j'ai faite, elle a duré 6 mois. Je suis parti en février, je suis revenu en juillet. On était 180 à bord. S'il y en a un seul qui est de mauvaise humeur pendant 3 jours, ça se ressent sur tout l'équipage. Les informations les plus importantes ne circulent pas. Les informations les plus inutiles, elles vont à vitesse grand V. S'il y en a un seul qui est pas bien, ça va faire toute une histoire. Et ça se ressent sur tout l'équipage. Donc s'il y en a un qui commence à être pas bien, qui commence à se montrer intolérant avec les autres, qui va commencer à dire ci, à dire ça, parce que j'en ai vu.
qui disaient mais des choses mais horribles et d'une intolérance, mais j'ai jamais vu ça. Un truc comme ça met une mauvaise ambiance. Sur 6 mois, c'est long. Hein. Je pense que les intolérants et le machisme, quoi, faut que ça s'arrête, ça. Mais t'es jamais partie en mer avec le bateau féminisé dont tu parlais? Enfin, où il y a le plus de... Si, c'est avec lui, je suis parti. Mais même là-dessus, il y a des embrouilles. Hein. J'ai fait 2 missions avec ce bateau. La première, c'est plutôt bien passé. On était 2 bateaux en groupe et c'était une mission de formation pour des élèves officiers. Et alors là, c'était première mission, premier tour du monde. On était énormément pour qui c'était la toute première mission. Alors il y a vraiment une euphorie générale. Ça s'est plutôt bien passé. Même si sur la fin, les 6 mois, c'est un peu long et que les 3 derniers jours, il y en a qui sont tapés pour une sorte de balai. Hein. Mais la mission de 3 mois, c'était une horreur. J'avais un chef qui était tout ce qu'il y a de plus intolérant, misogyne, sexiste, imbu de lui-même, moi je décrédibilise mes jeunes pour me sentir bien. C'était insupportable. C'était insupportable. Et quand on lui faisait des réflexions, quand je lui faisais des réflexions surtout, estimez-vous heureux que je vous autorise déjà des permissions pour aller à vos rendez-vous médicaux parce que je pense que beaucoup de gens ne le feraient pas. Et ça fait partie c'est l'une des raisons pour lesquelles je quitte aussi. Oui, il y a énormément de personnes ouvertes d'esprit. Oui, il y a d'énormes progrès. Mais moi, personnellement, j'ai pris des réflexions qui... Il y en a, ils auraient déjà quitté depuis un moment, je pense. Oui. Mais du coup, tant mieux si t'as trouvé une autre équipe par la suite avec qui ça se passe bien. Au moins, tu termines pas sur un... Je vais terminer sur un bon souvenir. Comme je te disais avant, là, encore ce midi, on était au repas cohésion, là. Incroyable. C'est vraiment une équipe... Et puis alors là, mais c'est le genre d'équipe où on parle de tout. Genre, moi, mon patron qui est le plus âgé, c'est un réserviste, donc il a terminé l'armée, mais il revient... il me semble c'est une dizaine de jours dans le mois ou un truc du genre. Oh, il a quoi 70 balais déjà, et pourtant on était là, il y avait le mec à côté qui racontait mais ces histoires pas possibles, on ne parle pas de ça, c'est patrons normalement, mais là tout le monde rigolait, tout le monde s'amusait, c'est vraiment une bonne ambiance. Vraiment, ça c'est top. Ouais, trop bien. À ton avis, est-ce qu'on est obligé de forcer sa masculinité pour travailler dans un milieu masculin? Par exemple, j'ai parlé avec plusieurs femmes qui remarquaient une différence dans leur vocabulaire, dans leur manière de marcher quand elles sont au travail et quand elles y sont plus. Est-ce que toi... Je pense pas qu'elles soient obligées, parce que des petites princesses, j'en ai connu aussi. Ah, j'en ai une en tête, je l'adore. On était sur le même bateau pendant 2 ans, et on s'est retrouvés là où je suis... Et c'était très très drôle de retravailler avec elle. Mais alors elle, alors je vais me faire les ongles toutes les 2 semaines, je viens avec mon petit mascara machin, je suis une princesse, chouchoutez-moi. Franchement, il y en a. Et c'est très bien parce que ça donne une dose de légèreté, en vrai. Ça fait une petite touche un peu plus humoristique que le milieu carré. On est tous habillés en noir, on fait tous les gueules et puis on est tous dans un bateau enfermé dans le noir. Ça donne vraiment un petit coup de peps, c'est marrant, moi j'aime bien. Après oui, en effet, je pense qu'il y en a... c'est comme dans la vie de tous les jours, hein. On rencontre des nouvelles personnes, elles vont nous apprendre des nouvelles expressions, et on les réutilise. Le B, là, avant je le disais pas, c'était juste, j'ai rencontré une personne qui disait ça tout le temps, et maintenant, par habitude, je le dis aussi. Donc je pense que sur les bateaux, on est tout le temps enfermé avec la même personne. Je pense que c'est normal de prendre un petit peu des traits de caractère des uns et des autres en soi. Et puis oui, je pense en même temps que l'armée peut changer certaines habitudes de gestuelle, je pense. Mais déjà dans la formation, moi c'est un truc que j'ai remarqué par rapport à moi. Quand je marchais, j'avais vraiment les pieds qui étaient parallèles, je marchais droit. Quand on est en formation, on apprend à marcher en bloc. On apprend à marcher quand il y a des gens qui sont à un bras devant nous. Un bras, c'est un pas en soi, c'est pas beaucoup.
Donc il faut vraiment apprendre à pas marcher sur les autres. Et du coup, en apprenant, à force, maintenant je marche avec les pieds au canard et je peux plus marcher normalement, sinon ça me tord dans les tibias. Je pense que certaines habitudes physiques comme celle-là peuvent être prises dès les classes. Après, ouais, c'est possible que soit les comportements des uns des autres qui étaient. Et du coup, en parlant de comportement, est-ce que tu as remarqué une différence dans le comportement des gens, surtout des civils, en fait, depuis ta transition? Mais enfin, je veux dire, est-ce que tu as l'impression qu'on te respecte plus ou qu'on te considère plus maintenant que tu es un homme militaire, tu vois? Un homme militaire. Waouh. Un homme militaire avec la grosse voix, les gros tatouages. Un homme pas content. En plus, j'ai un gros fusil, je fais peur. C'était exactement ce que je voulais dire. Quand je suis entré dans l'armée, j'avais déjà les cheveux courts, j'avais déjà la mâchoire un peu carrée, donc j'avais déjà une allure un peu masculine. Donc en soi, c'était seulement après que les gens m'aient parlé et entendu que j'avais vraiment une voix très claire que le comportement il savait pas trop. Il est dans mode je sais pas. Après, j'avais déjà la bonne tête de la lesbienne masculine. J'y parle mal, je se rentre dedans. Donc, j'ai jamais vraiment eu de problème avec des gens civils ou quoi. Après, maintenant, je vois, je le sais, puis même en dehors de l'armée, j'ai un physique qui est pas forcément le plus accueillant, que ce soit les éclairs tatoués dans le cou. Que ce soit moi qui tire la gueule H24 parce que flemme de sourire, ça utilise des muscles. Non, en général, les gens ils se sentent pas accueillis par mon physique. Je sais pas si c'est compréhensible. Donc en effet, ouais, si je suis en treillis avec mon arme et que je fronce les sourcils parce qu'il y a le soleil en face, par exemple, ça va donner une allure beaucoup plus repoussante. Après, en soi, moi personnellement, j'ai pas vu de différence, mais j'ai vu comment les autres se comportaient les uns avec les autres. J'ai vu un patron commencer à parler de ses histoires de cul avec un mec, bien rigoler là-dessus, et puis juste après se tourner vers la fille et justement lui faire des critiques parce que elle avait passé telle ou telle soirée avec tel ou tel mec, et puis qu'après elle avait été vue avec un pote à elle. C'est toujours la même chose en soi. Ok. Pour toi, être un homme trans dans ton milieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais les forcer à s'ouvrir l'esprit. Ça veut dire que je vais pas les laisser me dire ce que je dois faire, comment je dois le faire, et oh là là, c'est pas bien d'être transgenre, oh là là, tu craches à la gueule de Jésus, oh là là, tu renies ton enveloppe corporelle, oh là là, on est l'armée, on est des gros bonhommes, une fille c'est une fille, un homme c'est un homme. Ça veut dire que moi j'ai réussi à le faire. Les autres ils peuvent aussi, parce que je suis loin d'être le mec avec le mental le plus solide. Si moi j'ai réussi à entrer dans l'armée et y rester 5 ans, malgré les remarques que je me suis prises, malgré les commentaires déplacés que j'ai eus, malgré ce que ça peut faire, parce que quand tu es dans l'armée, sur un bateau, par exemple, que tu te fais opérer, t'as pas le droit à plus de 2 mois d'arrêt maladie. Sinon tu peux te faire débarquer de ton bateau. Les opérations transgenres, ça peut être amené à avoir des complications, ça peut être amené à avoir des arrêts maladie à prolongation, à rallonge, bref. C'est lourd comme opération, mais Ça peut être très lourd, ça demande beaucoup de temps, c'est compliqué. Et je sais qu'il y a déjà des personnes transgenres qui ont été débarquées des bateaux à cause de ça. Donc, je suis là pour montrer qu'on est là. Déjà, je ferme pas ma gueule là-dessus, on est là. Et même si moi je pars avant, les hommes transgenres qui se feront opérer auront le droit de rester sur les bateaux. Parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Les hommes transgenres s'assument de plus en plus, les femmes transgenres s'assument de plus en plus. Ils n'ont pas le choix que d'accepter ça. Parce que dans tous les cas, ça va y avoir le même pourcentage que d'hommes cisgenres que d'hommes transgenres finalement. Là où ça va poser un problème, c'est pour les personnes qui sont non-binaires. Il n'y a pas de place sur les bateaux pour faire des postes neutres. Ça risque d'être encore un peu compliqué pendant le moment. Ouais, parce que là, c'est vraiment très très séparé. C'est ça, c'est... Un homme n'a pas le droit de rentrer dans un poste de femme, une femme n'a pas le droit de rentrer dans un poste d'homme. C'est fiche de punition, sinon. Mais du coup, toi...
Moi, les mecs, ils étaient jaloux sur les bateaux, j'avais le droit à ce genre de réflexion. Voilà, t'es bien, toi, tu peux en profiter, hein. Bah, non. J'ai été une femme hein, pendant 16 ans. Enfin, pour eux, hein, j'ai fait mon coming out transgenre à partir de 16 ans, donc jusqu'à mes 16 ans, j'étais lesbienne. Je sais ce que c'est le regard des gars, je sais ce que ça fait que de se faire siffler, je sais ce que ça fait de dire ah t'as tes règles ou quoi, je sais ce que ça fait d'être une femme à notre époque. Hein. Donc non, je n'irai pas regarder les filles se changer dans le poste. Et elles peuvent le dire, hein, à chaque fois qu'il y en avait une qui se déshabillait devant moi, je râlais. Elles avaient l'habitude, je refusais qu'elles se déshabillent devant moi par respect pour elles. Donc ouais, les commentaires... voilà. Est-ce que tu penses qu'on peut se sentir queer dans un milieu masculin ? Une personne queer est une personne dont l'orientation sexuelle et ou l'identité de genre ne correspond pas au modèle social hétéronormé. Ça peut être une personne lesbienne, trans ou les deux en même temps. Je pense, oui. Sinon je serais parti très très vite. Je pense qu'on peut très bien se sentir queer dans un milieu masculin, oui, y a pas de raison. Franchement, j'en connais, mais énormément. Dans la marine, j'en connais énormément. Même s'ils en parlent pas tous. Moi, j'étais sur un bateau, déjà, il y avait une bonne dizaine de lesbiennes sur les 30 filles ou 40 filles qu'on était. Il y avait 3 ou 4 gays, moi, je suis trans. Je suis parti du bateau et la personne qui m'a remplacé, c'est un autre homme transgenre qui m'avait d'ailleurs envoyé des messages pour savoir comment s'engager. Donc ça m'a fait assez plaisir d'apprendre que c'était cette personne qui récupérait mon lit sur le bateau et mon caisson sans porte, puisque je m'étais fait arracher la porte de mon caisson sur le bateau. Ça, c'était un mec qui voulait des hormones, vu qu'on m'a volé une dose d'hormones. Ok. Ça, c'est incroyable aussi. D'accord. Ouais, parce que du coup, tu dois embarquer avec ta dose pour 6 mois. Les piqûres, c'est toutes les 3 semaines. Donc, ouais, si j'arrête de les faire, ce que j'ai fait depuis une semaine, puisque pénurie un petit peu partout, hein, d'ailleurs, c'est un peu le bordel. Au bout d'un certain moment, il n'y aura plus les bloqueurs d'hormones féminins. Donc, les changements qui sont déjà faits, soit la voix, la pilosité faciale ou quoi, ou même les autres changements physiques, parce qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas que ça. Ça changera plus. Par contre, là, si j'arrête, en effet, les hormones, je peux de nouveau ovuler. Donc, le retour de ces menstruations et tout ce qui va avec, quoi. Ok. Et du coup, quelqu'un t'a volé ta dose Ouais, j'en avais 3 dans mon caisson. Et un jour, je suis rentré dans le poste et j'ai vu mon caisson, enfin la porte qui était par terre. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce connerie? Et puis une porte, c'était grand, ça faisait bien 50 cm de large, et puis elle était plus haute que moi. Puis je suis à 1m67. Un caisson, du coup, c'est un casier. Ouais, pardon. C'est notre casier dans lequel on a toutes nos fringues, toutes nos affaires, absolument tout. Et c'est en métal, c'est pas non plus super léger, quoi. Et je regarde et je vois que les gonds, elles sont encore accrochées à la porte. Elles ont été carrément arrachées du casier. Donc je me dis, c'est pas les filles de mon poste. Parce que je les connais, je les vois tous les jours. Elles auraient pas la force d'arracher aussi net une porte comme ça. Et en fouillant, j'ai vu que j'avais toutes mes affaires, si ce n'est 2-3 paquets de pâtes. Ce sont tous des pâtes chinoises sur les bateaux. Les ramen, ça sauve la vie. Et donc, il m'en manquait 3 paquets, j'avais un peu le mort, mais bon, ça va. Et puis là, j'ai vu qu'il me manquait une boîte d'hormones. Pas de peau, elles sont numérotées. 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, il manquait la numéro 2. Hop. S'il manquait la numéro 1, j'aurais su que c'était moi qui aurais fait la piqûre. Mais là, il manquait la numéro 2. Donc, personne ne sait ce qui s'est passé, personne ne sait qui a fait ça. Moi, ce que je pense que c'était l'un des mecs de la salle de sport qui s'est dit il va jamais à la salle de sport, mais il prend plus de muscles que moi je comprends pas. Et il a dû se dire testostérone, et je pense que c'est comme ça qu'ils m'ont piqué une dose. Après, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Oui. Ça fait partie des petits obstacles de la vie d'un trans dans le premier, ça. Les mecs qui comprennent pas, qui sont jaloux et qui ont... Je sais pas ce qui lui est passé par la tête.
Mais j'avais des doses en rab, et donc ça m'a pas posé de problème après. Ça a été. Ok, tant mieux. Mais du coup, tes supérieurs, ils ont pu faire quelque chose ou... Enfin non, du coup, puisqu'on sait pas qui... Non, que dalle. On était vraiment en mer, entre deux pays. Ils auraient rien pu faire du tout à ce moment-là. Donc bon, mais c'est pas grave, hein, j'en veux pas. S'ils préfèrent tricher que de faire que d'aller à la salle de sport juste parce qu'il a vu un mec transgenre arriver et puis se faire 3 piqûres, tant mieux. Hein. Mais je me demande avec quoi il va se la faire la piqûre parce que ça se boit pas quoi. Donc Ah oui, parce qu'il a pris juste la dose... il a pas pris les seringues. Il a dû voir les aiguilles. Il s'est dit 7 cm dans la cuisse, ça doit faire mal. Je vais pas y toucher. Donc peut-être qu'il a bu la dose en croyant J'en ai aucune idée de ce qu'il a fait. Mais une chose est sûre, il a fait une connerie. C'est un traitement, moi j'ai rendez-vous tous les 3 mois à Marseille pour vérifier toutes mes constantes, si je vais bien, tout ça. C'est un truc qui est vraiment extrêmement sécurisé, la testostérone. Franchement, je ne comprends pas les gens qui en prennent à la salle de sport parce que eux, ils font un trafic là derrière. Et nous, les mecs transgenres, c'est la pénurie. Donc moi, ça fait 1 semaine, j'aurais dû faire ma piqûre, je l'ai pas faite. Ça va commencer à devenir problématique, là. Donc il va peut-être falloir penser à arrêter de voler dans les casiers des gars. Hein? Pas cool? Rendez la thé. Rendez la thé. Est-ce que tu trouves que la pratique de ce métier, le fait d'être rentré dans l'armée, ça a changé ta manière de t'habiller quand t'es pas en poste? Je pense pas que ce soit le fait d'être rentré dans l'armée qui a fait évoluer mon style. Moi j'étais un clochard, hein, c'était jogging sweat à capuche tous les jours en seconde, hein, alors rien à foutre. Moi je vais pas au lycée pour plaire. Les Vans, ça a pas changé, j'ai toujours mes 5 paires. Par contre, j'ai fait un peu plus attention à comment je m'habillais, mais je pense pas que ce soit à cause de l'armée, non. Je me suis juste dit, peut-être que si tu pouvais éviter de ressembler à un sac poubelle, ce serait bien. Donc non, c'est pas l'armée qui a joué sur ma façon d'habiller. Après, j'ai remarqué que beaucoup de marins s'habillent pareil. Donc le jean bleu bien moulant, le t-shirt marine nationale. Les têtes de chat. Tête de chat. Le militaire toulonnais est habillé avec un jean bleu, avec des Nike et puis un t-shirt bien moulant noir ou blanc. Et puis un gros sac kaki sur le dos, avec toute sa maison dedans. Et pas de cheveux. Oui. Non, toi t'as des beaux cheveux. Encore une fois, je suis pas l'exemple à suivre si on veut rester longtemps dans la marine. Mais vu que la marine a toujours préféré dire que j'étais une femme que dire que je suis un homme, et bah écoutez-moi bien, la réglementation des cheveux féminins, c'est carré aux épaules. Si je veux les laisser détacher ou les laisser pousser, ils sont réglementaires. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais aimé savoir en formation? Un truc que t'as découvert en pratiquant, dont on t'avait pas parlé à l'école des mousses? La formation, c'est vraiment les bases de nos métiers, et on se forme après en arrivant. De toute façon, on n'arrive pas sur un bateau et on vous dit t'es gradé coupé, tu vas te mettre dans la petite cabane à l'entrée du bateau avec un fusil, et puis tu dis non aux gens qui entrent. Il y a des formations une fois que tu arrives sur les bateaux, il y a des formations pendant que tu es dans la marine, il y a des cours, il y a des classes, il y a de tout. Donc on n'arrête jamais vraiment de se former. Après, en effet, quand on est en classe, on nous dit pas tout. On nous apprend simplement les bases. Je préférais que l'information elle circule un peu plus. Qu'on nous dise oui, vous risquez de faire ça, ce qu'on nous a pas dit lorsqu'on était en classe. Par exemple, en classe, c'est du brut, hein, on t'envoie toutes les informations brutes. Alors vous allez travailler plus tard avec tel radar. Enfin, je dis ça pour moi. Après, c'est les mécaniciens, c'est telle machine. Mais on te dit pas, alors toi tu vas arriver sur tel bateau, alors il va se passer ça. J'aurais aimé que le choix des bateaux soit fait peut-être un petit peu plus avant. Comme ça, on pouvait vraiment, sur, je sais pas moi, les 2 ou 3 dernières semaines, se focaliser sur l'équipement de notre propre bateau pour arriver et être déjà un minimum opérationnel. Je pense que ça ferait gagner déjà énormément de temps à absolument toute la marine. Parce que c'est difficile d'arriver sur un bateau, de devoir tout apprendre d'un coup. C'est long. Si on est trop long, on se fait engueuler. Je pense que ça, ce serait bien d'en parler. Et l'hygiène aussi, putain, mais faites des cours sur l'hygiène, parce que des fois... Comment ça? Ah, mais des fois, il y en a, c'est des crasses à bord. Hein.
Et ça, on nous en parle pas. Et là, c'est à nous de les mettre à la douche et à les laver au balai brosse parce que sinon, ils le font pas. Ou pas les brosses. Ouais, c'est arrivé une fois, ouais. Ok. Donc, Oui, parce qu'en plus, quand t'es enfermé pendant 6 mois avec c'est ça, quelqu'un... c'est ça. Tu vas prendre ton quart devant ta console, il est minuit, tu dois rester là jusqu'à 4 heures. Si le mec à côté de toi, ils sont kangourous, à un moment donné, ça va pas du tout. Je pense que non, ça ne le fait pas. Entre la tête de chat et l'odeur de kangourou. Non, l'odeur de kangourou, moi, c'est pas l'armée. Ok. Non, mais en vrai, quand on arrive à l'école déjà militaire, on a des cours sur comment cirer nos chaussures, on a des cours sur comment passer la serpillière, on a des cours sur comment laver les murs. Je pense qu'avant de nous faire des cours sur comment passer la serpillière, même s'il y en a certains qui savent pas comment on fait, faites des cours pour ceux qui savent pas se laver eux-mêmes. Parce que ça, vraiment, c'est une galère. Lavez-vous, c'est important. Comme mot de la fin, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des minorités, que ce soit des femmes cis ou des personnes queer qui voudraient rentrer dans la marine? Vivez pour vous. Je pense que on se prend trop la tête dans la vie. Genre, moi, clairement, ma philosophie de vie, c'était un putain de hippie. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je pense que si t'es là en mode j'ai envie de faire ça, mais peut-être que les gens vont penser ça, peut-être qu'on va me dire ça, peut-être que moi après je vais pas réussir. Si c'est ce que t'as envie de faire, tu fonces. Faut pas commencer à se mettre des barrières en se disant ah mais peut-être que si... Écoute-moi bien, je vais t'expliquer par A plus B en passant par Z que c'est ta vie. Ta vie. L'opinion des autres, t'en as rien à foutre. Si vous voulez vous engager dans la marine, c'est pas parce que moi ça m'a pas plu que ça va pas vous plaire à vous, quoi. J'ai envie de dire faites ce que vous voulez parce que c'est ce qui vous plaît. Faut pas après s'engager dans l'armée en mode je vais gagner de l'argent. Faut s'engager dans l'armée parce que t'en as envie. C'est difficile, c'est pas stable. Niveau familial, c'est compliqué. T'es beaucoup en mer, t'es beaucoup absent. Mais si c'est ce que t'as envie de faire et que tu es motivé pour, bah fonce. Le regard des gens, les mecs qui vont te faire des réflexions, les gens qui vont te dire t'es trans, tu peux pas faire ça, ou t'es une fille, t'es pas assez forte, ou t'es game, et du coup ça veut dire que... Non. Franchement, balèque. Faut y aller parce qu'on a envie d'y aller et parce qu'on a envie de faire ça. Moi après, je vise à être heureux dans la vie, pas être riche, pas être je sais pas quoi. Donc faites pareil. Franchement, je me prenais la tête tout le temps. À partir du moment où j'ai dit c'est mort, je vis pour moi, je vis pour être heureux parce que la vie elle est déjà assez compliquée comme ça les gars, soyez heureux. À partir de là, tout devient simple. La marine pour moi c'était très dur. Au bout d'un moment j'ai dit je suis heureux. Soyez heureux et faites ce que vous avez envie de faire. Et n'ayez pas peur et surtout, n'écoutez pas les autres. Ça c'est important, n'écoutez pas. J'ai répété 150 fois, n'écoutez pas. Merci. Sauf si vous dites d'aller vous laver, là faites-le. Sinon, c'est pas les brosses. Merci. Au plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à dans 2 semaines pour découvrir un nouveau vestiaire. D'ici là, faites parler de leur vestiaire. Partagez, commentez, abonnez-vous. Ce podcast est écrit et réalisé par Coraline Chancibaud, mixé et mis en musique par Étienne Lemierre et illustré par Julie Lagarde.